En 1926, un inventeur français breveta un dispositif qui triplait les rendements agricoles. Sans produits chimiques ni machines, il utilisait uniquement du cuivre et du zinc, puisant l'énergie du ciel et du sol. Un comité gouvernemental britannique consacra près de 20 ans à l'étude des résultats, puis apposa un cachet non publiable sur chaque rapport et les scella dans un coffre-fort. Les dispositifs disparurent. Le nom a été effacé des revues scientifiques, mais les brevets ont subsisté. Les principes physiques, eux, sont restés inchangés. Et au cours de l'heure qui suit, vous découvrirez précisément ce qui a été dissimulé et pourquoi. 4 sciences oubliées, révélées une à une. Voici la physique interdite du jardinage. Justin Christophe était loin d'être une figure connue du monde scientifique. Il était agriculteur, expérimentateur et inventeur infatigable. Né en France en 1865, il consacra dès le début des années 1920 des décennies à la poursuite d'une idée simple. Les plantes pouvaient prospérer non seulement grâce aux nutriments du sol, mais aussi grâce à une énergie invisible puisée dans le ciel. Il dédia sa vie à la construction d'étranges dispositifs. Tiges métalliques, spirales et antennes. Misant sa réputation sur des résultats qui défiaient l'orthodoxie agricole, Christophe Léo déposa le 26 octobre 1925 en Suisse un brevet pour ce qu'il appelait l'appareil électromagnétique théro-céleste. Le document, portant le numéro CH 18648A et accordé en mai suivant, décrivait un système de plaques de cuivre et d'acier magnétique conçu pour capter l'électricité atmosphérique et la canaliser vers le sol. Il ne s'agissait pas d'une théorie occulte. Le brevet est toujours enregistré. Un document légal qui décrit en détail chaque fil, chaque plaque, chaque connexion. L'inspiration de Christophe venait directement de ses champs. Il affirmait qu'avec son dispositif, l'avoine poussait jusqu'à 1,50 mètres de haut et que de vieux arbres mourants reprenaient vie. Il publia ses découvertes dans des livres et des revues agricoles, invitant quiconque souhaitait visiter ses jardins expérimentaux à les examiner. La presse française a couvert ses travaux, parfois avec scepticisme, mais souvent avec émerveillement devant les photographies et les schémas qu'il fournissait. Pour Christophe, la preuve devait toujours être publique, mesurée par les récoltes et non secrète. Bien avant l'avènement des engrais chimiques, il était convaincu que la nature offrait déjà tout ce dont une plante avait besoin. Si seulement nous savions écouter, son brevet demeure le témoin silencieux d'un chapitre oublié de la science de la culture des aliments. Des photographies du milieu des années 1920 montrent des légumes qui semblent tout droit sortis d'un autre monde. Des citrouilles plus larges que des tonneaux, des choux presque aussi hauts qu'un homme. Ces images, publiées dans les livres et les brochures de Justin, ont alimenté les rumeurs d'une découverte révolutionnaire qui défiait toutes les règles de la pédologie. Les photos parurent dans des magazines de jardinage français et des journaux locaux, souvent accompagnés d'affirmations faisant état de récoltes 2 fois plus abondantes que d'habitude, voire davantage. Pourtant, en dehors du cercle de Crystal Flow, rares étaient ceux qui pouvaient dire d'où provenaient ces images ou qui les avaient authentifiées. Le Comité britannique d'électrification, créé en 1918 sous l'égide du ministère de l'Agriculture, s'y intéressa. Au début des années 1920, le comité recueillait des rapports, examinait des images de culture et envoyait des observateurs sur le terrain à travers l'Europe. Sa mission était simple: distinguer le vrai du faux. Pendant près de 20 ans, jusqu'en 1936, le comité a collecté des photographies de terrain, des relevés de rendement et des témoignages d'inventeurs comme Crystal Flow. Leurs rapports intermédiaires, portant la mention non publiable, recensaient tout, des gigantesques stocks d'orge aux étranges dispositifs qui poussaient dans les jardins français. Malgré la force des images, les dossiers du comité révèlent de nombreuses questions restées sans réponse. Aucun négatif original ni aucune validation par un tiers des images les plus spectaculaires n'ont jamais été retrouvés.
Les photographies, bien que convaincantes, semblaient toujours osciller entre preuves et légendes. Derrière chaque cliché de récolte abondante subsistait un doute persistant. Un simple fil et une tige pouvaient-ils vraiment expliquer ces récoltes exceptionnelles? Ce spectacle exigeait une explication. La recherche de preuves scientifiques ne faisait que commencer. Chaque parcelle de terre, du parc urbain au champ rural, est traversée par un courant électrique invisible. Elle erre au-dessus de nos têtes et chargée électriquement de façon constante, positivement dans le ciel et négativement dans le sol. Les physiciens appellent cela le gradient de potentiel atmosphérique. Par temps clair, la différence de potentiel entre le ciel et la Terre est d'environ 100 volts par mètre d'altitude. Il ne s'agit pas d'un éclair, ni d'une décharge perceptible, mais d'une tension silencieuse qui circule constamment, telle une douce marée. Les plantes se dressent au cœur de ce champ. Leurs feuilles et leurs tiges, recouvertes de poils microscopiques et de cire, agissent comme des conducteurs naturels. Chaque brin d'herbe, chaque germe de haricot capte silencieusement l'électricité statique de l'air. Les racines, enfouies dans la terre, se connectent à la borne négative de cette gigantesque batterie naturelle. La plante elle-même devient une antenne vivante, reliant le ciel et le sol. Il ne s'agit pas d'une simple image poétique. Le flux d'électricité est bel et bien mesurable. Dans certaines expériences, une tige de cuivre enfoncée dans le sol enregistre un faible courant, preuve que l'air et la terre échangent des charges, même par temps calme. Le gradient de potentiel peut varier selon les conditions météorologiques, mais le principe de base reste le même. Ciel positif, terre négative, une différence toujours présente. Pendant la majeure partie de l'histoire, ce champ magnétique de fond est resté inaperçu. Mais au début du XXe siècle, des chercheurs comme Christoffel se demandaient si les plantes avaient besoin de plus que de l'eau et des nutriments. Ils se demandaient si ce courant silencieux pouvait être capté, exploité ou amplifié. L'idée était simple. Si chaque plante est déjà une antenne, que se passe-t-il lorsqu'on lui en fournit une plus performante? Un fil de cuivre, par exemple, est bien plus conducteur qu'une tige ou une feuille. Plantée en pleine terre, elle capte plus efficacement l'électricité statique et la canalise directement vers ses racines. Le champ électrique naturel de la Terre est subtil, mais omniprésent. Comprendre cette énergie invisible est essentiel pour saisir comment un simple fil peut transformer un jardin. Au cœur de chaque plante, une conversation silencieuse se déroule dans le langage de l'électricité. Racines, tiges et feuilles ne transportent pas seulement de l'eau et des nutriments. Elles transmettent de minuscules signaux électriques, appelés potentiels d'action et potentiels de variation, qui se propagent à travers les cellules à la vitesse du vivant. Ces signaux ne sont pas aléatoires. Elles agissent comme des messagers, déclenchant des modifications de la croissance, de la photosynthèse, et même de la façon dont une plante réagit au stress ou aux blessures. Lorsqu'une feuille de tomate est blessée, par exemple, une onde électrique se propage le long de la tige, alertant les cellules distantes afin qu'elles préparent leur défense. C'est la physiologie végétale, à son niveau le plus fondamental. Un circuit vivant, adapté à son environnement. Des chercheurs ont mesuré ces signaux à l'aide de microélectrodes qui enregistrent les fluctuations de tension circulant d'une cellule à l'autre. Même un champ électrique ténu, de quelques microvolts par mètre seulement, peut déclencher une réaction en chaîne. Le réseau électrique interne de la plante réagit aux variations de son environnement, qu'elles soient dues à la lumière du soleil, au vent ou à la faible attraction du champ électrique terrestre. Certaines études montrent que, soumises à un gradient électrique externe, les plantes augmentent leur production d'antioxydants et activent des gènes liés à leur résistance et à leur croissance. Cet effet ne se limite pas aux blessures ou aux conditions climatiques. Il peut être déclenché par les outils les plus simples, un fil, une tige, voire une spirale soigneusement façonnée. La spirale, forme omniprésente dans la nature, des coquilles d'escargot aux capitules de tournesol,
est devenu un symbole clé des débuts de l'électroculture. Des inventeurs comme Christophe Loh et ses contemporains pensaient qu'une spirale de cuivre plantée dans le sol pouvait capter et concentrer les courants énergétiques terrestres. La géométrie n'était pas qu'esthétique. Les spirales agissent comme des antennes, collectant l'énergie sur une vaste zone et la canalisant vers un point précis. Les premiers modèles de bobines, inspirés à la fois par les traditions ancestrales et la physique naissante, visaient à amplifier les signaux naturels de la plante et non à les altérer. L'idée était simple: utiliser la géométrie pour capter les fréquences naturellement présentes dans le sol et permettre à la biologie et à la physique d'agir de concert. C'est à cette intersection entre forme, signal et sol que l'électroculture se distingue de l'agriculture chimique. Au lieu de nourrir les plantes de force avec des nutriments synthétiques, l'objectif est devenu de révéler les voies électriques que l'évolution a inscrites dans chaque cellule vivante. Le fil de cuivre, façonné et orienté avec soin, était bien plus qu'un simple conducteur. C'était une clé, celle qui promettait d'ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de la culture des aliments. Au début des années 1920, l'agriculture était sur le point d'être bouleversée. Des usines en Allemagne et aux États-Unis commencèrent à produire de l'ammoniac de synthèse, à une échelle jamais vue auparavant. Le procédé Obos, jadis un secret bien gardé de la guerre, remplissait désormais wagons et cargos de sacs d'engrais chimiques. La production explosa, passant d'un peu plus d'1 million de tonnes par an à près de 20 millions de tonnes par an en 1960, faisant chuter le prix de l'ammoniac de 100 $ la tonne à moins de 30 $ la tonne. Mais la véritable innovation ne résidait pas dans la chimie, mais dans le modèle économique. Les agriculteurs qui utilisaient autrefois du compost ou un fil de cuivre ponctuel se retrouvaient face à un nouveau type de contrat. Acheter de lait-engrais chaque printemps sous peine de voir leur récolte diminuer. L'abonnement était intégré. Chaque saison, un nouvel achat. Chaque année, une nouvelle facture. Le marché a explosé à mesure que de plus en plus de producteurs s'y inscrivaient, attirés par la promesse de rendements supérieurs et d'une application facile. L'industrie des engrais est devenue un géant. Ses profits étaient liés aux ventes annuelles, et non à des solutions durables. Dans cette nouvelle économie, une méthode fonctionnant indéfiniment avec un simple fil électrique n'était pas seulement une alternative, mais une menace. Les rédacteurs et les universitaires ont catégoriquement rejeté cette approche. Les journaux ont commencé à considérer l'électroculture comme une curiosité, et non comme une solution sérieuse. Les gros titres insistaient sur des termes comme miracle et méthodes excentriques, assimilant souvent les travaux de Christophe aux machines à mouvement perpétuel et autres curiosités scientifiques. Les revues agricoles, autrefois ouvertes aux idées nouvelles, fermèrent discrètement leurs portes. Les manuscrits restèrent sans réponse et les lettres à la rédaction demeurèrent sans écho. Les chercheurs universitaires, soucieux d'obtenir des financements et craignant le ridicule, évitèrent tout soutien public. Les conclusions du Comité britannique d'électroculture, classées non publiables, parvinrent rarement au grand public. Dans les cercles les plus influents, l'électroculture fut discrètement reléguée au rang de science marginale. Le débat se détourna des applications concrètes de la méthode pour se concentrer sur son intérêt même. À la fin des années 1930, l'histoire des fils de cuivre et de l'énergie atmosphérique n'était plus qu'une simple note de bas de page, voire une légende. La question de la preuve s'est estompée, laissant place à un accord tacite. Certaines expériences étaient trop étranges pour être évoquées en société. La recherche de preuves modernes et solides devrait attendre une génération de plus. Ces dernières années, cette recherche s'est déplacée des vieux brevets et des photos de jardins vers de vastes étendues de terres agricoles. En Chine, des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences agricoles ont entrepris de tester l'hypothèse de l'électricité atmosphérique à une échelle inédite. Leur expérience couvrait 3600 hectares, une superficie supérieure à 6000 terrains de football,
grâce à des câbles à haute tension suspendus au-dessus des cultures. Ce dispositif ne nécessitait ni engrais ni pesticides. Il exploitait le champ électrique naturel entre le ciel et la terre, comme l'avaient imaginé les premiers pionniers, mais à une échelle capable d'alimenter une ville. Les résultats étaient incontestables. Sur l'ensemble des parcelles d'essai, les rendements ont progressé de près de 30%. Cela s'est traduit par une production accrue de blé, de riz et de légumes, sans l'ajout d'une seule goutte d'engrais de synthèse. Le résultat le plus surprenant n'était pas seulement l'augmentation des récoltes. L'utilisation de pesticides a chuté de façon spectaculaire, parfois de 70 à 100%. Les agriculteurs ont constaté une diminution du nombre d'insectes et une amélioration de la santé de leurs plantes, même dans des régions où les ravageurs étaient autrefois impossibles à contrôler. Ces résultats étaient tangibles et mesurables. Il ne s'agissait pas d'une expérience menée dans un jardin ou d'une simple chance. L'étude de l'Académie chinoise des sciences agricoles a institutionnalisé le concept d'électroculture grâce à un échantillon suffisamment important pour réfuter toute affirmation de coïncidence. Les données ont démontré que les plantes, lorsqu'elles avaient accès au courant naturel de la Terre, pouvaient prospérer grâce à une énergie qui avait toujours été présente, gratuite, silencieuse et disponible juste au-dessus du sol. Pour la première fois en près d'un siècle, les anciennes affirmations selon lesquelles les récoltes étaient multipliées par les câbles et les conditions météorologiques étaient étayées par des données mesurables à l'échelle nationale. Toutes les méthodes censées stimuler la croissance des plantes ne fonctionnent pas de la même manière ni ne présentent les mêmes risques. La spirale de cuivre utilisée en électrolyse passive repose entièrement sur la différence de potentiel naturel entre le ciel et le sol. Elle ne nécessite aucune source d'alimentation externe, ni pile, ni fil électrique branché sur une prise murale. Le fil de cuivre agit comme une antenne plus performante, captant silencieusement la faible charge présente dans l'air. Cette approche contraste fortement avec les systèmes alimentés, qui font circuler un courant électrique à haute tension dans les champs. Ces derniers utilisent des transformateurs ou des générateurs pour acheminer de forts courants électriques à travers des fils suspendus, atteignant parfois des milliers de volts. Bien que de tels dispositifs aient donné des résultats mesurables lors d'études contrôlées, ils présentent des risques importants. L'exposition directe aux lignes à haute tension peut provoquer des chocs électriques, des incendies ou endommager des équipements sensibles. Une simple erreur de câblage peut transformer une expérience de jardinage en situation dangereuse. Les spirales de cuivre passives, quant à elles, sont aussi simples qu'une girouette. Elles ne présentent aucun danger électrique pour les personnes ou les animaux domestiques et n'interfèrent pas avec les appareils électroniques environnants. Elles captent uniquement l'énergie naturelle fournie par la terre et le ciel. Cette distinction est importante. Confondre les deux méthodes pourrait entraîner des accidents ou une déception si l'on s'attend à des résultats spectaculaires d'une bobine artisanale branchée sur une batterie de voiture. La sécurité et la simplicité de l'électroculture passive font partie de son attrait. C'est une méthode que chacun peut essayer, sans aucun branchement ni risque. Mais il est important de connaître les limites. Et pour que les expériences restent bien du bon côté de ces limites, une simple spirale de cuivre plantée dans la terre peut transformer n'importe quel jardin en un laboratoire vivant. La méthode est simple, mais la précision est essentielle. Commencez avec un morceau de fil de cuivre nu de calibre 14, d'un diamètre comparable à celui d'un trombone robuste. Enroulez-le en spirale lâche, en visant un diamètre compris entre 5 et 20 cm. Certains bricoleurs utilisent une cheville en bois de 12 à 16 mm de diamètre comme gabarit pour maintenir la spirale régulière. La spirale terminée doit présenter au moins 3 spires d'espace pour permettre à l'air et à la lumière de circuler. Une fois formée, enfoncez la cheville dans le sol de manière à ce que la spirale repose à une profondeur de 10 à 15 cm, son extrémité supérieure affleurant la surface. Point crucial. La pointe de la spirale doit être orientée vers le nord magnétique.
une simple boussole fera l'affaire. Ne négligez pas cette étape. Les courants thermiques terrestres circulent du nord au sud, et l'orientation peut faire toute la différence entre un effet bénéfique et un effet nul. Placez la bobine à 10-20 cm de la base de votre plante. Les tomates, les haricots et les courges réagissent bien, mais certains jardiniers constatent les résultats les plus spectaculaires avec les légumes-feuilles. Pour suivre l'évolution de votre production, notez la hauteur, la taille des feuilles et l'activité des ravageurs toutes les 2 semaines. Prenez des photos et pesez votre récolte en fin de saison. Un producteur de l'Ohio a constaté une augmentation de 40% de son rendement de laitue avec moins de pucerons et aucune trace d'oïdium. Il a conservé tous les autres paramètres inchangés. Même type de sol, même arrosage, et a utilisé une seule spirale de cuivre par rang. Les résultats peuvent varier, mais la méthode est sûre, silencieuse et ne nécessite aucune électricité autre que celle fournie par la nature. Pour quiconque souhaite tenter l'expérience, le coût est inférieur à celui d'un café et pourrait bien révolutionner votre vision du jardinage. Une spirale de cuivre capte l'électricité statique de l'atmosphère. Ce point est documenté et fait actuellement l'objet d'un brevet suisse. Mais que se passerait-il si le sol lui-même servait déjà de pile? En 1841, un horloger écossais enfouit du cuivre et du zinc dans un sol humide et obtint un courant suffisant pour alimenter les premières horloges électriques au monde. Partout, ces plaques étaient enterrées. L'herbe qui les recouvrait devenait plus foncée, plus épaisse et plus haute. Personne ne pouvait l'expliquer. Cette découverte aurait dû révolutionner l'agriculture. Voici la véritable histoire de ce qui lui est arrivé. En 1841, un horloger écossais du nom d'Alexander Bain déposa un brevet qui allait discrètement bouleverser les règles de l'électricité. Au lieu d'utiliser des piles chimiques coûteuses, Bain enfouit 2 plaques, l'une en zinc, l'autre en cuivre, dans un sol humide et les reliait par un fil électrique. Le résultat fut un courant continu puisé, non pas dans l'acide ou l'eau salée, mais directement dans la terre. Il ne s'agissait pas d'un tour de passe-passe, ni d'une expérience éphémère. Le dispositif de Bain alimenta les premières horloges électriques au monde, dont le pendule oscillait grâce à l'énergie extraite du sol. Son brevet, le brevet britannique, numéro 8763, décrivait comment 2 plaques de métaux différents, placées dans un sol humide, pouvaient actionner des engrenages et des électroaimants sans qu'il soit nécessaire de les remonter ou de les remplir. Bain comprit que la Terre était sa propre batterie, une batterie inépuisable. La batterie tellurique de Bain n'était pas qu'une simple curiosité d'atelier. Elle s'imposa au cœur de la télégraphie victorienne. Face à la demande croissante d'énergie fiable pour les transmissions longue distance, les stations télégraphiques britanniques commencèrent à utiliser des plaques de cuivre et de zinc enterrées pour transmettre des signaux sur des fils uniques. Le sol servant de voie de retour, cette méthode de retour par la Terre, inspirée d'expérimentations antérieures menées en Allemagne, a permis aux opérateurs d'étendre les lignes et de réduire les coûts. À Hyde Park et le long de la ligne ferroviaire Édimbourg-Glasgow, les plaques enterrées de Bain fournissaient un courant propre et basse tension, souvent d'environ 1 volt par cellule, suffisant pour marquer du ruban de papier à des vitesses surpassant celles des systèmes concurrents. Ces installations n'étaient pas purement théoriques. Les ingénieurs ont démontré qu'aligner les plaques nord-sud et enfoncer le zinc plus profondément dans le sol permettait d'accroître la production. Un sol humide était optimal. En sol sec, le courant diminuait et le système nécessitait une surveillance attentive. Mais lorsque les conditions étaient réunies, la batterie géothermique fonctionnait pendant des mois sans interruption. Les notes et demandes de brevets de Bain datant de 1841 à 1843 décrivent une technologie à la fois simple et révolutionnaire. Électricité captée grâce à la chimie du sol à l'aide de simples déchets métalliques et d'eau. D'autres inventeurs ont rapidement suivi son exemple. Des brevets américains de la fin du XIXe siècle
comme ceux de Daniel Drow et George Dickman, ont développé cette idée en reliant plusieurs batteries telluriques entre elles pour augmenter la tension des horloges et des télégraphes. Le principe de base est resté inchangé. Deux métaux différents, enfouis dans un sol humide, pouvaient transformer la Terre sous nos pieds en un générateur silencieux. À une époque où les réseaux électriques n'existaient pas encore, c'était une révolution pourtant évidente. La pile géothermique de Bain alimentait discrètement le monde victorien, fonctionnant dans les arrière-salles et sous les remblais ferroviaires. Cela prouva que la Terre elle-même était parcourue d'électricité, prête à être exploitée. L'histoire de la suite, de la disparition progressive de cette technologie, commence par une simple observation. Partout où ces plaques métalliques étaient dissimulées, un phénomène étrange se produisait dans le sol environnant. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi les télégraphistes et les agriculteurs des champs humides où reposaient les plaques de cuivre et de zinc enfouies sous l'herbe. Il se passait quelque chose d'étrange. Les lignes télégraphiques bourdonnaient discrètement au-dessus de nos têtes, mais c'était le sol lui-même qui attirait l'attention. Une bande d'herbe, plus sombre, plus épaisse et plus haute que les touffes situées à quelques mètres de là, courait entre les plaques dissimulées. Il n'y avait ni sac d'engrais, ni compost secret, juste la présence silencieuse de deux métaux et le lent courant électrique qui s'infiltrait dans la terre. Aucun article scientifique n'a décrit ces changements. L'histoire s'est transmise oralement. Un chef de gare du Yorkshire a signalé la bande de végétation luxuriante longeant un câble télégraphique enterré. Un jardinier de l'Essex a plaisanté en disant que l'herbe semblait savoir où se trouvaient les fils. Ce phénomène s'est répété le long des talus boueux et des chemins de campagne. Là où le sol était parcouru par un courant constant, les plantes alentour paraissaient plus saines et plus vigoureuses, comme si elles bénéficiaient d'un avantage caché. Des décennies plus tard, un médecin du Connecticut nommé George Starr White s'y intéressa. White n'était pas un médecin de campagne ordinaire. Il avait consacré sa carrière à la recherche des forces invisibles de la nature, convaincu que l'électricité présente dans le sol pouvait ouvrir de nouvelles perspectives pour l'agriculture. Au début du XXe siècle, il commença à promouvoir l'idée que les courants telluriques naturels, qu'il appelait électricité, pouvaient être exploités pour stimuler les récoltes. Ses conférences et ses brochures décrivaient des expériences où de faibles courants canalisés dans le sol semblaient redonner vie à des champs épuisés. Les affirmations de White étaient audacieuses, mais il prenait soin de ne pas promettre de miracles. Les preuves étaient éparses. Un champ de maïs plus vert ici, une rangée de haricots mûris prématurément là. Il ne présentait que des observations et des questions, et non des chiffres précis. Les journaux de l'époque mentionnaient parfois ces phénomènes étranges, mais toujours de manière superficielle. Une revue agricole de 1915 décrivait le cas d'un agriculteur qui jurait que ses pommes de terre poussaient plus gros près d'un fil électrique enterré. Un autre article du Midwest racontait l'histoire de vignes qui semblaient prospérer près d'un vieux poteau télégraphique. Le scénario était toujours le même. Aucune étude contrôlée, aucune approbation officielle, juste une rumeur persistante selon laquelle quelque chose dans le sol nourrissait discrètement les plantes. Pour beaucoup, ces histoires n'étaient guère plus que des légendes. Mais pour des expérimentateurs comme White, ces observations laissaient entrevoir une dimension cachée de la vie du sol, un lien entre elles, électricité et la croissance, que la science n'avait pas encore élucidé. La question demeurait, la Terre elle-même nourrissait-elle ces plantes? Ou n'était-ce qu'une illusion d'optique? La prochaine étape serait la recherche d'un mécanisme réel, d'un moyen de transformer ces observations éparses en une méthode reproductible. Le cuivre et le zinc, lorsqu'ils sont placés dans un sol humide, ne se contentent pas de rester inertes sous terre. Ils déclenchent une réaction chimique qui transforme la Terre elle-même en un circuit vivant. Ce phénomène s'appelle la galvanisation. Voici comment cela se produit. Le zinc, le métal le plus réactif, commence à perdre des électrons.
Ces électrons circulent dans un fil conducteur aérien, à la recherche de la plaque de cuivre. Le sol sert de pont, transportant des ions chargés entre les deux métaux. Ce flux d'électrons est un courant continu, le même type de courant qui alimentait autrefois les horloges et les télégraphes électriques de Bain. Mais sous terre, ce courant se comporte tout autrement. À l'échelle microscopique, la plaque de zinc joue le rôle d'anode. Elle cède des électrons et se dissout lentement, libérant des ions zinc dans le sol environnant. La plaque de cuivre, la cathode, capte les électrons et contribue à la réalisation de la réaction. L'humidité du sol est essentielle. Les molécules d'eau, ainsi que les minéraux et les sels dissous, permettent aux ions de se déplacer librement. En l'absence d'eau suffisante, le courant s'interrompt. Dans des conditions optimales, un sol humide et légèrement acide, la tension entre le cuivre et le zinc peut atteindre environ 0,8 à 1,1 volts. C'est faible, mais suffisant pour déclencher une série de réactions en chaîne sous terre. Ce courant faible mais constant commence à rompre les liaisons chimiques du sol. Les nutriments, auparavant stockés sous forme de composés stables, phosphate, calcium, potassium, commencent à se déplacer. Ce processus s'appelle l'électrolyse. Sous l'effet du champ électrique, les ions migrent et certains deviennent plus accessibles aux racines des plantes. C'est comme si la batterie ouvrait un garde-manger toujours présent, mais hermétiquement fermé. Il s'avère que les plantes sont capables de percevoir cette tension. Leurs racines ne sont pas de simples tubes passifs absorbant l'eau et les minéraux. Des décennies de recherche en physiologie végétale ont démontré que les racines réagissent en réalité aux champs électriques, un phénomène appelé électroropisme. Lors d'expériences en laboratoire, les racines se courbent et poussent en direction de la cathode, la plaque de cuivre. Même exposées à de très faibles gradients de tension, certaines études montrent que les racines peuvent détecter des champs aussi faibles qu'une mole par centimètre. L'effet est subtil dans la nature, mais dans un jardin équipé de plaques de cuivre et de zinc, les racines sont attirées vers la zone où les nutriments sont les plus mobiles. Il en résulte un double avantage, une plus grande disponibilité des ions dans le sol et des racines qui les recherchent activement. Il ne s'agit ni de magie ni de vœux pieux. C'est une réponse documentée en biologie végétale. L'intensité du champ électrique dans un dispositif typique de pile à terre, dans des conditions optimales, jardiniers et expérimentateurs ont mesuré la tension à l'aide d'un simple multimètre, preuve que le système fonctionne, même si les variations sont imperceptibles à l'œil nu. Le mécanisme est simple, mais ses effets peuvent être spectaculaires. Grâce à l'action silencieuse du cuivre et du zinc sous terre, le sol devient bien plus qu'un simple support pour les racines. Elle devient un acteur à part entière dans la vie de la plante, canalisant son énergie et libérant des ressources qui, autrement, resteraient inaccessibles. À l'aube du XXe siècle, le courant souterrain n'était plus la seule force motrice de l'agriculture. Un nouvel acteur fit son apparition, l'engrais synthétique, qui allait bouleverser l'économie agricole. En 1909, Fritz Haber et Karl Bosch mirent au point un procédé permettant d'extraire l'azote de l'air et de le transformer en ammoniac à l'échelle industrielle. Dès 1913, la première usine Haber-Bosch était opérationnelle en Allemagne. Rapidement, la promesse d'un azote bon marché et abondant se répandit en Europe et en Amérique du Nord, ce qui nécessitait autrefois des années de rotation des cultures ou des tonnes de fumier, pouvait désormais être obtenu avec un simple sac de cristaux blancs. L'industrie des engrais ne vendait pas seulement un produit, elle vendait une nouvelle façon d'envisager la question des sols. Les publicités des années 1920 et 1930 promettaient des récoltes records et une abondance sans effort, le tout pour le prix d'une provision saisonnière. Les bulletins agricoles, appuyés par des agences gouvernementales comme l'USDA, ont commencé à promouvoir ce qu'ils appelaient le NPK, azote, phosphore et potassium, comme le trio essentiel à l'agriculture moderne. Le message était simple. Un sol sain
n'était pas quelque chose qu'on cultivait pendant des années, mais quelque chose qu'on pouvait acheter, épandre et réutiliser. Les agriculteurs, confrontés à la pression de nourrir une population croissante et de rester compétitifs sur les marchés nationaux, ont été séduits par cette approche. L'engrais synthétique était fiable, mesurable et surtout reproductible. Chaque récolte signifiait une nouvelle vente. La rentabilité favorisait les produits à durée de vie limitée et non les systèmes à fonctionnement continu. Alors qu'une batterie géothermique ne nécessitait que 2 morceaux de métal et un bout de fil, le nouveau modèle transformait les nutriments en abonnements. Une installation permanente, comme les plaques enterrées de Bain, impliquait un investissement unique et ne générait aucun revenu récurrent. Mais un sac de nitrate ou de phosphate garantissait le retour du client au printemps suivant. Le changement était plus que technologique. Il était culturel. Les revues agricoles des années 1930 regorgent de témoignages vantant les mérites des marques de produits chimiques. Des photos côte à côte de maïs luxuriant et de blé abondant, le tout attribué au dernier mélange. En revanche, les vieilles histoires de sols électrifiés et de plaques enterrées tombèrent dans l'oubli. Les bulletins du ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, de la fin des années 1920 rejetaient catégoriquement l'électroculture, la qualifiant de curiosité sans intérêt pratique pour l'agriculteur moderne. La science des courants galvaniques dans le sol fut discrètement reléguée au second plan, supplantée par la certitude des analyses chimiques et des rendements standardisés. Aucun document secret ni complot d'entreprise n'a été mis au jour pour prouver l'existence d'une campagne délibérée contre l'invention de Bain. Les archives révèlent une réalité plus subtile. Un marché qui privilégiait le jetable au détriment du durable. Tandis que les entreprises chimiques augmentaient leur production et que les organismes gouvernementaux normalisaient leurs recommandations, la géothermie fut délaissée, non par sabotage, mais par la logique du profit et les rouages du progrès. Le courant silencieux du sol, jadis une merveille d'ingéniosité victorienne, devint une simple considération secondaire à l'ère de l'ammoniac. Pourtant, les lois de la physique sont restées les mêmes. La même réaction qui alimentait les horloges et les télégraphes continue de vibrer sous nos pieds, attendant qu'une nouvelle génération redécouvre ce qui a été discrètement mis de côté. La question est maintenant de savoir si la promesse d'une énergie libre et d'un sol vivant peut trouver sa place dans un monde bâti sur la consommation. La réponse se trouve peut-être non pas dans les archives, mais entre les mains de ceux qui sont prêts à expérimenter cette idée par eux-mêmes. Un jardinier amateur observe 2 rangées de laitues. Sur l'une, un tuyau de cuivre et un clou galvanisé sont enfoncés dans la terre et reliés par un fil de fer. L'autre rangée pousse sans aucun fil métallique. Après 4 semaines, la différence est flagrante. Les laitues électrifiées sont plus hautes, leurs feuilles sont plus étalées et d'un vert plus intense. Une balance numérique confirme le changement. La biomasse humide moyenne dans la rangée électrifiée est de 38 grammes par plante, contre 26 grammes dans la rangée témoin. Cela représente une augmentation de près de 50%. Pas tout à fait le double, mais un gain substantiel. Une sonde de multimètre entre en contact avec le cuivre et le zinc. L'écran clignote, puis se stabilise à 1,03 volts. Cette valeur correspond à la plage de tension rapportée par les jardiniers sur les forums et dans les tests réalisés sur YouTube, qui varient entre 0,8 et 1 volt. 1 volt en fonction de l'humidité et du pH du sol. Les courbes de croissance mensuelle montrent que les plantes électrifiées prennent de l'avance dès la 2e semaine et la conservent. La tension est significative et la mesure est fiable. Le jardinier consigne chaque détail. pH du sol, précipitation quotidienne et relevé de tension. À la récolte, un simple test T donne une valeur de 0, 0,4, juste en dessous du seuil de signification scientifique. Ces chiffres ne garantissent pas un doublement de la croissance à chaque fois, mais ils confirment qu'un phénomène réel se produit. Le courant n'est pas seulement mesurable,
il a un impact concret sur les plantes vivantes. Transformer votre jardin en une batterie vivante ne nécessite que quelques éléments simples. Commencez par un morceau de tuyau de cuivre ou un fil de cuivre épais. Une longueur de 15 à 20 cm suffit pour la plupart des lits. Pour l'autre moitié du câble, utilisez un clou galvanisé ou une bande de zinc, également de 15 à 20 cm de long. Ces deux métaux constituent l'élément principal du système. Vous aurez besoin d'un morceau de fil isolé suffisamment long pour relier le cuivre et le zinc, avec un peu de marge pour que la connexion reste au-dessus du sol. Enfoncez le fil de cuivre dans la terre, d'environ 15 cm de profondeur, d'un côté de la zone racinaire de la plante. Placez le clou en zinc ou galvanisé de l'autre côté, à la même profondeur, en les espaçant d'environ 20 à 30 cm. Il est essentiel de maintenir la terre humide, car si elle sèche, l'effet s'estompe rapidement. Dénudez les extrémités du fil, puis enroulez-en une fermement autour du fil de cuivre et l'autre autour du fil de zinc. Assurez-vous que le fil reste au-dessus de la surface du sol. Cela ferme le circuit et vous permet de surveiller les connexions et de détecter toute corrosion. Une fois le montage en place, vérifiez-le avec un multimètre. Placez une sonde sur le cuivre et l'autre sur le zinc. Vous devriez obtenir une tension comprise entre 0,8 et 1,1 volts. Pour un fonctionnement optimal, si le sol est humide et légèrement acide, notez la tension et l'humidité du sol tous les 2 ou 3 jours et remplacez l'électrode de zinc si elle présente une corrosion importante. Grâce à ce dispositif simple, vous êtes prêt à mener votre propre expérience et à suivre les résultats saison après saison. Vous venez de voir comment le cuivre et le zinc, présents dans un sol humide, produisent une tension stable vers laquelle les racines se développent. Mais voici un point souvent négligé. Vous avez peut-être déjà ces deux métaux sur vous. Avant 1982, chaque penny américain était composé à 95% de cuivre. Après 1982, on est passé au zinc recouvert d'une fine couche de cuivre. Deux pennies, deux métaux différents. Voilà une pile galvanique cachée dans votre monnaie. Alignez deux pennies, l'un de 1979 et l'autre de 1984. À première vue, ils sont identiques. Mais posez-les sur une surface dure et l'illusion disparaît. La pièce d'un centime ancienne résonne avec clarté et précision, comme une petite cloche. La plus récente, elle, produit un son sourd et lourd. Cette différence n'est pas seulement perceptible à l'oreille, elle réside dans le métal. Chaque pièce d'un centime frappée avant 1982 renferme un noyau de cuivre dense et résonnant. Celles frappées après 1982 sont presque entièrement composées de zinc sous une fine couche de cuivre, et elles absorbent le son. Retournez-les, et la date de fabrication vous révélera leur histoire. Avant 1982, les pièces de 1 centime résonnent du son caractéristique du cuivre. Après 1982, le son devient plus sourd, le zinc prenant le dessus. Le changement est si subtil que la plupart des gens ne le remarquent même pas. Pourtant, la preuve est là, dans votre main, et dans ce simple test sonore qui révèle leur véritable nature. Deux pièces, même taille, même face, mais à l'intérieur, deux mondes différents. Ce n'est pas une simple somme dérisoire. C'est un indice révélateur d'un secret bien plus important, pourtant évident. Grattez la surface d'une pièce et la vérité éclatera. Sous cette fine couche de cuivre, les pièces frappées après 1982 dévoilent un noyau argenté, composé à 97,5% de zinc pur. Les pièces frappées avant 1982 sont composées à 95% de cuivre, avec un ajout de zinc pour les renforcer. La monnaie des États-Unis a opéré ce changement en 1982, abandonnant progressivement le cuivre à mesure que les prix augmentaient. Sur le papier, il ne s'agissait que d'une question d'économie. En réalité, c'est une leçon de chimie déguisée en monnaie. Poncez une pièce de cuivre jusqu'à ce que le métal apparaisse. Poncez une pièce de zinc de la même manière,
et vous obtiendrez les deux métaux qui alimentent la pile la plus simple au monde. La différence n'est pas qu'une question théorique. Au contact de l'humidité, ces métaux réagissent. Une infime impulsion électrique se forme, suffisante pour déclencher une réaction dans le sol. La plupart des gens n'en ont jamais conscience, mais chaque centime frappé après 1982 est une capsule temporelle de zinc enveloppée de cuivre, attendant qu'on en découvre le fonctionnement. La formule est pourtant évidente. Une pièce pour le cuivre, une pour le zinc. Le système changeait le métal, mais le secret restait bien visible. Justin se trouvait au carrefour de l'agriculture traditionnelle et de l'ère électrique. Né en 1865, il n'était pas un simple bricoleur marginal. Son nom figurait sur des brevets de Paris à Genève. Et dans les années 1920, il fut décoré de la médaille d'or de la Société nationale d'agriculture de France. À une époque où la plupart des inventeurs s'intéressaient à la vapeur ou à l'essence, Christoflo s'est tourné vers l'énergie invisible présente dans l'air et le sol. Il était convaincu que l'électricité naturelle, une fois exploitée, pourrait alimenter des nations entières. Sa solution, le dispositif électromagnétique theroscrial. Sa conception était simple mais précise. Un bassin en zinc en forme de bol peu profond, fixé au sommet d'un poteau en bois. Au-dessus se trouvait une plaque de cuivre plate, positionnée de manière à capter les moindres traces d'énergie atmosphérique. Le choix de ces deux métaux n'était pas anodin. Le zinc et le cuivre, associés dans un sol humide, forment une pile naturelle, une cellule galvanique produisant un courant continu et constant. Le brevet CH Mintwavit 648A de Christophe, déposé en Suisse en 1927, en décrivait tous les détails. Le bol en zinc servait d'anode, la plaque de cuivre de cathode, et le pôle surélevant l'ensemble permettait de capter les forces terrestres et célestes. Il ne se contentait pas de griffonner des idées dans un carnet. Christoflo construisait des prototypes, les testait dans ses propres champs et publiait les résultats dans des revues agricoles. Ses ateliers produisaient des milliers d'appareils, chacun portant son nom. De la France à la Belgique, les agriculteurs se pressaient pour tester cette nouvelle méthode. À la fin des années 1930, plus de 150 000 exemplaires avaient été vendus à travers l'Europe. L'appareil ne nécessitait ni fils, ni piles, ni produits chimiques. Seuls les métaux adéquats, un emplacement approprié et la patience de laisser la nature agir suffisaient. La réputation de Christoflo grandit en même temps que celle de son invention. Il donna des conférences dans les universités, remporta des médailles lors d'expositions agricoles et gagna le respect des ingénieurs comme des agriculteurs traditionnels. Aux sceptiques, il proposait non seulement des théories, mais aussi des plans et des démonstrations publiques. Dans un monde avide de solutions, Christoflo promettait une récolte alimentée par la terre elle-même, grâce à un simple bol de zinc et une plaque de cuivre captant les énergies silencieuses qui imprègnent chaque champ. En 1927, Justin mit ses affirmations à l'épreuve en publiant des tableaux de rendement d'une précision quasi scientifique. Ces chiffres figuraient directement sur son brevet suisse CH 1848A. Les champs d'avoine produisaient 200% de grains en plus que les parcelles témoins. Les pommes de terre donnaient de 30 à 35 tubercules par plant, alors que les agriculteurs n'en attendaient que 5 ou 6. Les haricots ont triplé de rendement, même en période de sécheresse. Il ne s'agissait pas de simples expériences de jardinage. Les résultats de Christoflo ont fait la une des revues agricoles françaises, attirant les foules à ses démonstrations publiques. La promesse était simple. Pas de produits chimiques, pas de câbles, juste une bassine en zinc et une plaque de cuivre, en interaction avec le climat et le sol. Le monde agricole a été conquis. Les commandes pour les inventions de Christoflo affluaient de toute l'Europe. À la fin des années 1930, plus de 150 000 unités avaient été vendues, un chiffre qui surpassait largement la plupart des inventions agricoles de l'époque. Les usines françaises et belges tournaient à plein régime,
apposant son nom sur chaque bol et chaque assiette. Les témoignages affluaient de la part des agriculteurs qui juraient que leurs champs n'avaient jamais été aussi beaux. Certains ont même rapporté avoir récolté des légumes si gros qu'il fallait les cueillir à deux mains. L'appareil a fait l'objet de licences à l'étranger, l'Allemagne et l'Italie ayant même proposé d'en acquérir les droits. Mais cette nouvelle technologie s'est répandue aussi vite qu'elle est tombée dans l'oubli. Les archives témoignent d'une explosion des ventes, d'un engouement initial, puis d'une chute brutale. Le nom de Christoflo, jadis incontournable dans le monde agricole, a commencé à disparaître des gros titres. Les tableaux de brevets, jadis source de réjouissance, ne furent plus que de simples notes de bas de page dans l'histoire du jardinage. Les dispositifs qui avaient promis une révolution furent discrètement remisés dans des granges et des remises. Leurs matériaux, le cuivre et le zinc, se ternirent dans l'obscurité. Les données, les ventes, les essais publics, tout laissait présager une avancée majeure. Pourtant, la technologie elle-même sembla s'évaporer, ne laissant derrière elle que des chiffres et un mystère qui hanterait la génération suivante de jardiniers. En 1918, alors que l'Europe peinait à se reconstruire après la guerre, la Grande-Bretagne créa un comité unique en son genre. Le Comité britannique d'électrification agricole réunissait quelques-uns des esprits les plus brillants de l'époque. Physiciens, biologistes, ingénieurs électriciens et même des lauréats du prix Nobel. Leur mission était claire, tester si l'électricité pouvait transformer l'agriculture. Pendant près de 20 ans, le comité a mené des essais en plein champ et en serre, remplaçant les produits chimiques par de simples plaques de métal, de cuivre et de zinc enfouis dans le sol. Leurs rapports intermédiaires décrivaient les résultats comme tout simplement stupéfiants. Le blé germait plus vite. Les légumes racines se développaient davantage. Certaines années, les rendements augmentaient de façon spectaculaire. Une hausse qui ne pouvait s'expliquer par les seules conditions météorologiques ou la qualité des semences. Un rapport promettait des gains substantiels et préconisait des études complémentaires. La crédibilité du comité conférait du poids à ces travaux. Il ne s'agissait pas de simples bricoleurs amateurs, mais de membres de la Royal Society, de scientifiques du gouvernement et de professeurs d'université, tous rattachés au ministère de l'Agriculture. Leurs conclusions, diffusées par les voies officielles, laissaient entrevoir une avancée majeure susceptible de révolutionner les méthodes de production alimentaire dans tout l'Empire. Pendant un temps, on a cru que l'électroculture allait passer du stade de simple curiosité de laboratoire à celui de politique nationale. On s'attendait à ce qu'une fois les données recueillies, les résultats soient publiés et partagés avec les agriculteurs du monde entier. Or, à mesure que les expériences se multipliaient et que les preuves devenaient de plus en plus difficiles à ignorer, les travaux du comité ont peu à peu disparu de la scène publique. L'histoire de ces essais et le sort de leurs rapports allaient bientôt prendre une tournure inattendue. C'est à ce moment que les archives furent occultées et que le silence devint partie intégrante du récit. Un simple tampon à l'encre rouge, portant la mention « non destiné à la publication », scella les conclusions du comité. Les derniers volumes, regorgeant de données et de correspondances relatives à des années d'essais de culture, disparurent dans les archives gouvernementales. Seuls 2 exemplaires ont survécu. Les autres ont été retirés de la circulation, mis en carton et oubliés. En 1936, le Comité britannique d'électroculture fut dissous sans cérémonie. Officiellement, la raison invoquée était un changement de priorité et la nécessité de solutions plus pragmatiques. Mais ce choix de date n'était pas fortuit. La même année, le procédé Haber-Bosch déferla sur l'Europe, transformant l'air en engrais synthétiques par tonnes. Des usines chimiques ont surgi, promettant des récoltes abondantes moyennant finance. Le marché des engrais ammoniacaux a explosé, attirant contrats publics et capitaux privés. Pour la première fois, la production alimentaire pouvait être augmentée à grande échelle grâce à des sacs de poudre, mesurés, prévisibles et rentables.
Les expériences du comité sur des métaux simples dans le sol menaçaient ce nouvel ordre. Une technique gratuite, alimentée uniquement par les intempéries et la récupération de métaux, n'avait pas sa place dans le modèle économique de l'agriculture industrielle. Les rapports, tamponnés et scellés, furent victimes d'une révolution économique. La question demeure. Ces résultats furent-ils enterrés parce qu'ils échouaient ou parce qu'ils réussissaient trop bien? La réponse reste enfermée dans un coffre-fort, dissimulée derrière un tampon et les fluctuations de l'argent. L'électricité dans le sol n'est pas qu'un simple phénomène de curiosité. Lorsque le cuivre et le zinc se rencontrent dans un sol humide, ils déclenchent une réaction aussi ancienne que la première pile. La différence de composition atomique entre ces éléments entraîne le transfert d'électrons du zinc vers le cuivre, créant ainsi un courant continu, généralement d'environ 1,1 volts. Ce n'est pas suffisant pour allumer une ampoule, mais c'est largement suffisant pour une plante. Il ne s'agit pas de spéculation, mais d'électrochimie élémentaire. C'est le même principe qui alimentait la pile tellurique d'Alexander Bain en 1841 et qui fait fonctionner chaque pile AA de votre tiroir de cuisine. Ce qui se passe ensuite relève de la biologie pure. Les racines perçoivent les champs électriques et y réagissent. C'est le phénomène appelé électroropisme. Lorsqu'un faible courant électrique traverse le sol, les racines se développent en direction de la cathode, à la recherche de la source de courant. Cette légère stimulation guide les extrémités des racines vers l'eau et les nutriments qui, autrement, leur échapperaient. Lors d'expériences contrôlées, les plantes exposées à des courants de faible intensité présentent des systèmes racinaires plus robustes et plus denses, et parfois une croissance aérienne plus rapide. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'électricité. En se corrodant, le zinc libère lentement des ions zinc dans le sol. Les plantes ont besoin de zinc pour fabriquer du tryptophane, l'acide aminé essentiel à la synthèse des auxines. Les auxines sont les hormones qui indiquent aux plantes quand et comment se développer. Allongement des tiges, gonflement des fruits et ramification des racines. Sans zinc en quantité suffisante, cette voie métabolique est bloquée. En présence de zinc, la croissance s'accélère. Des travaux de terrain récents confirment ces observations. En 2018, des chercheurs chinois ont rapporté que l'ajout de cellules galvaniques, basse tension, de cuivre et de plaques de zinc dans des champs humides augmentait les rendements agricoles de 20 à 30%. Les plantes étaient non seulement plus grandes, mais aussi plus saines, avec des systèmes racinaires plus vigoureux et une meilleure résistance au stress. Ces résultats, aussi surprenants soient-ils, rappellent ceux obtenus à l'époque de Christophe Léo, désormais mesurés grâce à des instruments modernes et non plus grâce à des croyances populaires. Le mécanisme est simple: deux métaux, un peu d'humidité et un courant qui alimente à la fois les racines et les processus biochimiques. L'astuce de la pièce de monnaie n'est pas qu'une légende. C'est une hypothèse vivante et vérifiable, fondée sur la physique et la botanique, accessible à tous ceux qui possèdent quelques pièces et un coin de terre. Commencez avec 2 pièces de monnaie dans la paume de votre main, une en cuivre et une en zinc. C'est tout ce qu'il vous faut pour construire ce système d'électroculture simple. La liste des matériaux est courte. Une pièce d'1 centime d'avant 1982, une autre d'après 1982, un morceau de papier de verre et un petit morceau de fil de cuivre. Si vous souhaitez essayer la seconde méthode, pas de piles, pas de produits chimiques, pas d'accessoires, juste du métal, de la terre et de l'eau. Commencez par poncer les 2 pièces de monnaie. Le métal doit être à nu, le cuivre brillant sur l'une, le zinc gris argenté sur l'autre. Cela enlève la couche protectrice et permet à la terre d'agir. Pour la méthode de l'anneau, creusez un petit trou de chaque côté de la zone racinaire de votre plante. Placez la pièce de cuivre d'un côté et celle en zinc de l'autre, à environ 10 cm de distance. L'espacement est important. Les racines doivent être suffisamment proches pour permettre au courant de circuler, mais suffisamment éloignées pour éviter tout contact direct. Arrosez comme d'habitude
et laisser la pile se former naturellement sous terre. Pour la méthode du fil de cuivre, enroulez fermement un morceau de fil de cuivre autour d'une pièce de zinc. Torsadez les extrémités pour que le cuivre soit en contact ferme avec le zinc. Enterrez ce dispositif près des racines, la face cuivrée vers le haut si possible. Le fil augmente la surface de contact, améliorant ainsi la connexion électrique. Dans les deux cas, l'humidité est essentielle. Le système ne fonctionnera pas en terre sèche. Un seul dispositif par plante suffit. En utiliser davantage n'est pas bénéfique, et un excès de zinc peut nuire aux racines à long terme. Ces méthodes s'appuient sur les règles d'espacement de base en horticulture. Les pièces ou les dispositifs doivent être placés là où les radicelles sont les plus actives, généralement à 10-15 cm de la tige. Une fois installées, aucun réglage n'est nécessaire. Les pièces agissent discrètement, jour et nuit, en fournissant un faible courant électrique et en libérant lentement des ions zinc directement dans le sol. Une pièce enterrée se met en marche dès qu'elle entre en contact avec l'humidité. Mais ce processus n'est pas continu. Comme toute pile, la tension diminue à mesure que le zinc se consume. C'est pourquoi une surveillance attentive est essentielle. Toutes les quelques semaines, une simple mesure au multimètre vous permettra de vérifier si votre installation fonctionne toujours. Si la tension descend en dessous de 0,5 volts, il est temps de remplacer la pièce de zinc. La partie en cuivre, sauf si elle est fortement corrodée, dure généralement beaucoup plus longtemps. Un excès de zinc peut toutefois fragiliser une plante et la rendre vulnérable au stress. La dose maximale recommandée est d'une pièce de zinc par plante. Doubler la dose n'a aucun effet bénéfique. Cela risque simplement de surcharger la zone racinaire en ions métalliques. Notez dans un carnet ou sur votre téléphone les dates, les tensions et tout changement de croissance de vos plantes. Ce n'est pas par simple curiosité. C'est la base de toute véritable expérimentation. Si vous constatez un jaunissement des feuilles ou un ralentissement de la croissance des racines, vérifiez la tension et le nombre de pièces de zinc utilisées. Les précipitations, l'arrosage et le pH du sol influent sur la vitesse de dissolution du zinc. Les résultats peuvent donc varier d'un jardin à l'autre. Considérez chaque plante comme un cas particulier. Documentez vos observations, échangez les pièces au besoin et résistez à la tentation d'augmenter la voilure avant d'avoir analysé les résultats. Un test responsable implique de respecter à la fois la puissance et les limites de cette méthode. Le système à 1 centime est simple, mais la science qui le sous-tend mérite une approche rigoureuse et mesurée. C'est ainsi que les nouvelles découvertes passent du statut de légende à celui d'outil éprouvé. Une plante, une donnée à la fois. Jusqu'à présent, toutes les méthodes reposaient sur une réaction chimique. Le cuivre rencontre le zinc, des électrons circulent et le sol s'active. Mais en 1974, 2 chercheurs ont publié des photographies qui remettaient en question une règle totalement différente. Des radis 3 fois plus gros que la normale des concombres mûrissant 2 semaines plus tôt que prévu, sans cuivre, sans zinc, sans pile. Un simple aimant. La seule variable était une force invisible, imperceptible au goût, à l'odorat et à la vue. Dans leur ouvrage de 1974, Albert Roy Davis et Walter R.W.S. présentaient, page après page, des photographies en noir et blanc qui défiaient les règles de la biologie végétale. Sur l'une d'elles, un groupe de radis côtoie un groupe témoin. La différence est flagrante. Les radis traités avec l'aimant pèsent près de 3 fois plus que leurs congénères non traités. Leurs bulbes sont si gros qu'ils remplissent tout le plat, leurs racines formant un tapis dense. La légende annonce une augmentation de 200 à 300% sans la moindre goutte d'engrais. Ni terreau spécial, ni produit chimique, juste un aimant positionné avec une précision scientifique. Quelques pages plus loin, une autre illustration montre une rangée de plants de concombres. Ceux exposés au pôle sud d'un aimant sont déjà chargés de fruits, tandis que les plants témoins sont en retard,
leurs feuilles étant encore immatures. L'ouvrage précise que ces concombres ont mûri près de 2 semaines plus tôt que prévu. La seule variable était l'orientation de l'aimant par rapport aux graines. Chaque image est numérotée, légendée et accompagnée de notes manuscrites, de dates, de poids et de détails précis sur le dispositif expérimental. Les plaques ne dissimulent pas leur ambition. Elles invitent à l'examen, remettant directement en question, par une observation visuelle, l'idée que la croissance des plantes est uniquement régie par la chimie. L'ampleur de l'anomalie est indéniable. Il ne s'agit pas d'amélioration mineure. Les résultats, tels que rapportés, dépassent de loin les attentes de l'horticulture conventionnelle pour une intervention ponctuelle. Les photographies demeurent l'élément central de l'argumentation. Elles n'expliquent ni le mécanisme, ni les raisons de cet effet. Elles montrent simplement ce qui s'est produit lorsque les règles ont été transgressées par une force invisible. La question n'est plus de savoir si les preuves existent. Elles sont évidentes. La question suivante est de savoir comment un tel résultat est possible. Albert Roy Davis a passé des décennies à rechercher des réponses que la science officielle refusait de poser. Né en 1908, Davis a choisi la voie de l'indépendance. Physicien autodidacte, il a construit son propre laboratoire dans la campagne du Connecticut. Ses premières expériences, dans les années 1930, n'avaient rien à voir avec les plantes. Il cherchait un remède à ses propres problèmes de santé, testant l'influence des champs magnétiques sur les plaies et les bactéries. Les résultats étaient suffisamment étranges pour le maintenir dans ses recherches, malgré les refus des laboratoires universitaires et des comités d'attribution de subventions. Walter R.S. entra en scène des années plus tard. Ingénieur chimiste de formation, RWS apporta une rigueur méthodique à la curiosité insatiable de Davis. Ensemble, ils entreprirent de vérifier si la force invisible du magnétisme pouvait influencer le monde vivant. Leur collaboration était atypique à tous égards. Aucun financement d'entreprise, aucun soutien académique, aucune promesse de profit. Chaque expérience fut financée par leurs propres moyens. Chaque échec était consigné dans des carnets manuscrits. Chaque découverte était immortalisée sur pellicule noir et blanc. En octobre 1974, ils avaient compilé leurs résultats dans un ouvrage intitulé « Le magnétisme et ses effets sur le vivant ». Il fut publié par une petite maison d'édition, loin des circuits des revues scientifiques. Les illustrations du livre, celles représentant des radis géants et des concombres précoces, étaient le fruit de cette recherche autofinancée. Chaque image, chaque note était un témoignage direct de leur laboratoire improvisé. Davis et R.S. n'étaient pas des amateurs bricolants dans leur jardin. C'étaient des chercheurs convaincus que les lois de la biologie pouvaient être bouleversées si l'on comprenait la physique sous-jacente. Leurs preuves n'étaient pas seulement visuelles. Elles remettaient en question le dogme chimique de leur époque. L'étape suivante nécessiterait d'approfondir la science du magnétisme et l'étrange histoire de la façon dont des forces invisibles ont façonné le sol. Philip Callahan a consacré sa carrière à l'étude des signaux discrets cachés dans la Terre. Technicien radar devenu entomologiste, il a remarqué quelque chose d'inhabituel en arpentant les champs d'Irlande et les pentes volcaniques d'Hawaï. Les sols les plus fertiles, ceux qui produisaient des récoltes abondantes année après année, partageaient une caractéristique physique sans lien avec l'azote, le phosphore ou le potassium. Ils étaient paramagnétiques. Ces sols étaient légèrement attirés par un aimant puissant, pas assez pour se soulever du sol, mais suffisamment pour être détectés par un appareil de mesure sensible. Callahan a mesuré cette propriété en unité CGS, une norme de susceptibilité magnétique. Les cendres volcaniques fertiles ou les terres du delta du Nil atteignaient souvent des valeurs supérieures à 1005 degrés. À l'inverse, les terres agricoles épuisées ou les sables industriels dépassaient rarement 50. Concrètement, une poignée de terre volcanique sombre serait attirée par un aimant, tandis qu'une poignée de terre appauvrie resterait immobile. Cette différence, invisible à l'œil nu,
était la signature cachée de l'abondance. Il l'a appelé l'effet d'antenne du sol. Chaque particule de roche paramagnétique agissait comme une minuscule antenne radio accordée à l'énergie de fond de la planète. Ces minéraux, le basalte, le granit et certaines argiles, captaient et stockaient les impulsions électromagnétiques naturelles de la Terre. Selon Callahan, les racines puisaient dans ce champ, y puisant non seulement des minéraux, mais aussi une sorte de nourriture électrique. Là où le paramagnétisme était élevé, les cultures poussaient plus vite, résistaient aux maladies et nécessitaient moins d'eau. Là où il était faible, même les meilleurs engrais ne pouvaient pas régénérer la terre durablement. Ces chiffres étaient bien réels. Lors de ses travaux de terrain, Callahan a régulièrement enregistré des valeurs de 1200, 2000, voire parfois 4000 dans les sols volcaniques. À titre de comparaison, la valeur moyenne des champs de maïs américains, après des décennies de traitements chimiques, descendait souvent en dessous de 100. La conclusion était simple, mais profonde. Le secret d'une fertilité durable se mesurait peut-être avec un aimant et non avec un kit de chimie. Il ne s'agissait pas d'une théorie, mais d'une propriété physique, vérifiable par tous avec l'appareil de mesure adéquat. Pour Callahan, la Terre était une batterie vivante, et les sols les plus fertiles étaient ceux capables de retenir une charge électrique. La question suivante était de savoir comment cette charge affectait l'eau et ce qui se produisait lorsque des aimants étaient utilisés pour amplifier le signal. L'eau, partenaire silencieuse de toute récolte, circule dans le sol et les racines de manière souvent imperceptible. Or, le magnétisme promet quelque chose d'extraordinaire. Un simple aimant pourrait modifier la nature même de l'eau. Dans les carnets de laboratoire de Davis et Hare, puis leurs d'essais sur le terrain, dans les années 1970, l'eau traversant un champ magnétique serait plus fluide, moins visqueuse, absorbée plus rapidement et donc plus facile à digérer pour les plantes. L'affirmation était audacieuse, mais le mécanisme simple. On pensait que les aimants, notamment le pôle sud, pouvaient désagréger les agrégats de molécules d'eau, réduisant ainsi la tension superficielle de 30 à 40%. Des études modernes, bien que plus prudentes, ont vérifié ces chiffres. Des essais cliniques évalués par des pairs, menés en Égypte, en Turquie et en Iran, ont utilisé des tensiomètres pour mesurer cet effet. Les résultats ont montré une baisse constante de la tension superficielle de l'eau, parfois de 15%, parfois de 25% inférieure à celle de l'eau non traitée. Concrètement, l'eau magnétisée se diffuse plus rapidement dans les sols secs, pénètre plus facilement dans les racines et hydrate les jeunes plants en moins de temps. Une étude universitaire de 2020 a rapporté une augmentation de 18% du rendement des cultures de labyrinthe après une saison d'irrigation magnétique sans apport d'engrais. Un autre essai en serre mené en Turquie a révélé que les haricots germaient 22% plus vite et poussaient plus haut lorsqu'ils étaient arrosés avec de l'eau magnétisée. Il ne s'agit pas de miracles, mais de gains mesurables, des chiffres vérifiables, reproductibles et cités. Les sceptiques affirment que l'effet est faible, parfois même inférieur à la marge d'erreur. Pourtant, même les études les plus prudentes reconnaissent que l'eau magnétisée peut augmenter les rendements de 10 à 20% en conditions contrôlées. Un pédologue indépendant a observé que les sols paramagnétiques améliorent leur structure et que les aimants pourraient reproduire ce phénomène en alignant les molécules d'eau et en optimisant l'hydratation. Le mécanisme physique est subtil, mais le résultat est clair. Lorsque l'eau est structurée par un aimant, les racines réagissent comme si elles bénéficiaient d'un raccourci. C'est là tout l'intérêt pratique de la magnétoculture. Un ajustement invisible que chacun peut reproduire et que la science moderne, au travers de ses essais les plus rigoureux, a discrètement confirmé. Une méta-analyse de 2020 est citée. Les chiffres sont réels. L'effet est modeste, mais le principe demeure. Ce sont les lois de la physique, et non seulement de la chimie, qui sont à l'œuvre dans chaque goutte. De 1945 à 1975,
L'économie agricole a connu une transformation qui se traduit davantage par des chiffres que par des mots. En 1945, les agriculteurs américains dépensaient 300 millions de dollars en engrais commerciaux. En 1975, ce chiffre avait explosé, dépassant les 3 milliards de dollars, soit une multiplication par 10 en une seule génération. Les volumes d'azote, de phosphore et de potassium de synthèse épandus dans les champs ont augmenté de façon exponentielle, les usines chimiques de guerre se reconvertissant pour alimenter la révolution verte. Les rendements agricoles ont explosé, mais la dépendance du secteur aux intrants annuels a elle aussi explosé. Parallèlement, l'intérêt scientifique pour l'agriculture magnétique s'estompait discrètement. Au début des années 1970, les revues scientifiques et les actes de conférences ne publiaient qu'une poignée d'articles sur le sujet chaque année. En une décennie, ce nombre a chuté de plus de 90%. Les graphiques de citation montrent un déclin marqué. Ce qui n'était autrefois qu'un mince mais constant flux de recherche s'est quasiment tari, tandis que les ventes d'engrais atteignaient des records successifs. Le contraste est saisissant lorsqu'on compare les deux données. À mesure que les revenus liés aux engrais augmentaient, l'intérêt pour la physique des sols s'est estompé dans les publications scientifiques. Cette corrélation n'est pas qu'anecdotique. L'analyse des bases de données de publication et des statistiques de l'USDA révèle une relation inverse, une courbe ascendante, l'autre descendante. Les chiffres n'expliquent pas les motivations, mais ils reflètent la réalité de ce qui était valorisé, financé et poursuivi. L'ère de l'agriculture fondée sur la physique ne s'est pas achevée par une simple découverte, mais par un bouleversement de la dynamique économique. La question suivante est de savoir pourquoi un outil promettant une fertilité permanente a été délaissé au profit d'un autre nécessitant des achats constants. Un aimant permanent coûte moins de 5 dollars et durera plus longtemps que tous les autres outils de l'abri de jardin. Une simple barre, une fois bien placée, fonctionne pendant des décennies sans entretien ni nouvel achat. Comparons cela au modèle actuel. Un sac des engrais chimiques à 50 dollars ou plus, ailes, femmes et acres, vidé et remplacé chaque saison. Pour les entreprises qui fournissent ces intrants, la logique est simple. Des ventes régulières sont synonymes de profits réguliers. L'attrait principal, en revanche, réside dans la vente unique. Un produit qui, une fois livré, élimine le besoin de commandes répétées. Les associations professionnelles et les services de vulgarisation agricole mentionnent rarement la magnétoculture dans leurs bulletins. Lorsqu'ils le font, ils mettent généralement en garde contre son caractère non éprouvé, son absence de fondement scientifique actuel ou son déconseillation aux agriculteurs commerciaux. La position officielle est que les méthodes basées sur la physique ne disposent pas des données probantes nécessaires à leur adoption par l'industrie. Mais derrière ce discours de prudence se cache une incitation structurelle. Le modèle chimique maintient les agriculteurs sous un abonnement, les contraignant à racheter sans cesse des produits. La méthode magnétique menace ce cycle. Elle offre une alternative, un outil qui ne peut être breveté, commercialisé sous une marque, ni protégé par un abonnement payant. Cette résistance ne relève pas uniquement du scepticisme. Il s'agit de protéger un système où chaque hectare, chaque année, représente une nouvelle transaction. Pour ceux qui sont prêts à expérimenter, l'écart de coût est indéniable. Le seul obstacle restant est la volonté d'essayer. Un simple aimant, une boussole et quelques minutes de préparation minutieuse suffisent pour vérifier les affirmations de Davis, RWS et Callahan. La première étape consiste toujours à vérifier la polarité. Chaque aimant possède un pôle nord et un pôle sud, mais seul l'un des deux favorise la germination. Posez une boussole à plat sur la table et approchez une extrémité de l'aimant de l'aiguille. Le pôle nord de l'aiguille sera attiré par le pôle sud de l'aimant. Repérez clairement cette extrémité. Confondre le nord et le sud risque de ralentir, voire de faire mourir vos graines. Il est important de ne pas négliger ce détail. La méthode du chargeur de graines est la plus simple.
Versez vos graines, radis, haricots ou concombres, dans un plat peu profond. Posez-les directement sur le pôle sud, marqué de l'aimant. Fermez hermétiquement le plat pour les protéger de l'humidité. Laissez reposer les graines pendant 24 heures. Ce délai est crucial. S'il est trop court, l'effet sera moins efficace. Si vous attendez trop longtemps, vous risquez le dessèchement. Après une journée, plantez comme d'habitude. Vous verrez les germes apparaître jusqu'à 4 jours plus tôt, avec davantage de plantules sortant de terre. Lors des essais menés par Davis et RS, les taux de germination ont bondi de 20%. La croissance initiale était également nettement plus vigoureuse. Pour dynamiser l'eau, fixez un aimant à votre tuyau d'arrosage. Pôle sud, orienté vers l'intérieur. Fixez-le avec du ruban adhésif de façon à ce que l'eau s'écoule le long de la face active. Maintenez un débit constant, ne dépassant pas 5,7 litres par minute. Un débit plus élevé perturbe le champ et réduit l'efficacité. Cette eau magnétisée pénètre plus rapidement dans le sol, atteignant des racines qui resteraient autrement sèches. Des études en plein champ et des essais à domicile font état d'une pénétration de l'humidité 10 à 20% plus rapide et d'une vigueur précoce améliorée, même sans engrais. Pour créer un anneau magnétique autour d'un arbre, enterrez 4 aimants dans le sol. Leurs pôles sud doivent être orientés vers le tronc. Répartissez-les régulièrement en cercle, à environ 1 à 1,5 mètres de la base et à une profondeur de 5 à 10 cm. Ce dispositif imite les champs paramagnétiques présents dans les sols volcaniques. La fructification peut ainsi survenir 1 à 2 semaines plus tôt, et l'état général de l'arbre s'en trouve souvent amélioré. Si les aimants sont mal alignés ou si la polarité est inversée, l'effet est nul. Chaque méthode repose sur une polarité correcte. Vérifiez toujours l'orientation à l'aide d'une boussole avant de commencer. Ce ne sont pas des jouets, mais des outils. Et la différence entre succès et échec se mesure en millisecondes, voire en minutes. Les tests de germination révèlent l'écart entre la théorie et la pratique d'une manière que les chiffres seuls ne peuvent pas. 10 graines de radis placées au pôle sud d'un aimant pendant 24 heures germent 2 jours plus tôt que prévu. Leurs tiges sont épaisses, leurs feuilles larges, et au 7e jour, presque toutes ont germé. 9 sur 10, en moyenne, se tournent vers la lumière. Dans le plateau voisin, exposé au pôle Nord, seules 3 graines montrent des signes de vie. Les autres restent scellées, comme si l'hiver n'avait jamais pris fin. Le groupe témoin, non touché par les aimants, se situe entre les deux. 6 ou 7 plantules, croissance lente et irrégulière, racines qui hésitent à se ramifier. Ce schéma se répète sur 3 parcelles de jardin. Le groupe du pôle sud affiche un taux de germination moyen de 87%, contre seulement 28% pour celui du pôle nord. Les témoins se situent autour de 65%. Au bout de 2 semaines, les plantes cultivées au sud ne sont pas seulement plus hautes. Elles mesurent en moyenne 54 millitôles contre 45 millitôles pour les plantes témoins et seulement 31 millitôles pour celles cultivées au pôle nord. Ces résultats ne sont pas des valeurs aberrantes. Ils concordent avec les rapports initiaux de Davis et Hare et avec les résultats d'essais universitaires rigoureux menés des décennies plus tard. Cet effet ne se limite pas aux radis, aux haricots, aux concombres. Même le blé réagit de la même manière. Si le tuteur est mal orienté, l'échec est immédiat et brutal. Lors d'un essai comparatif, un plateau de graines de haricots exposées au nord a enregistré une baisse de germination de 70%. La leçon est claire. La polarité n'est pas un détail. C'est Adricke Anitwutwatwats est ce qui fait la différence entre un jardin florissant et un jardin qui ne démarre jamais. Reproduire ces résultats chez soi est simple, mais la moindre erreur peut être fatale. Un aimant mal placé, une polarité inversée ou un champ magnétique trop faible anéantiront tout avantage. Les chiffres bruts parlent d'eux-mêmes, mais la véritable preuve réside dans l'échec. Lorsque les règles sont respectées, la croissance s'accélère.
Lorsqu'elles sont ignorées, la nature stagne. Des racines plus développées, une croissance plus rapide, des récoltes en hausse à 2 chiffres sans aucun branchement électrique. Pourtant, une question demeure sans réponse. Pourquoi les insectes S attaquent-ils à une plante et ignorent-ils complètement une autre située à 1 mètre de distance? Un scientifique du département de LKPP, Agriculture des États-Unis, a consacré sa carrière à démontrer que la réponse communément admise était erronée. Les insectes ne se contentent pas de sentir vos plantes. Ils les analysent à la recherche de fréquences spécifiques. Une simple bobine de cuivre suffit à bloquer ce signal. Au sommet de sa carrière, le docteur Philip Callahan travaillait au sein du laboratoire de recherche sur les insectes des céréales du Sud du département de l'agriculture des États-Unis, USDA, à Tiffin, en Géorgie. Officiellement entomologiste, son expertise dépassait largement le simple cadre des insectes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Callahan avait suivi une formation de technicien radio au sein de l'US Army Air Force, où il avait acquis la maîtrise du repérage des signaux invisibles dans le ciel européen. Cette expérience de guerre, cette capacité à décrypter le langage des ondes radio, allait influencer les questions qu'il poserait en laboratoire des décennies plus tard. La curiosité de Callahan était insatiable. Dans les années 1960, il commença à examiner les antennes d'insectes au microscope à haute résolution, cherchant à comprendre comment les ravageurs repèrent leurs cibles. Ce qu'il découvrit le stupéfia. La structure des antennes des papillons et des coléoptères ne semblait pas aléatoire. Au contraire, elle ressemblait aux réseaux finement réglés utilisés dans les radars. De longs filaments répétitifs, recouverts de crêtes et d'épines, espacés à intervalles précis. Pour Callahan, il ne s'agissait pas d'une simple curiosité biologique. Cela ressemblait à une prouesse d'ingénierie. Il publia des micrographies dans des bulletins techniques, invitant d'autres scientifiques à les examiner de plus près. Des années de recherche le menèrent à une hypothèse radicale. Les antennes des insectes pourraient agir comme des guides d'ondes diélectriques capables de capter des signaux électromagnétiques bien au-delà de l'odorat ou du toucher ordinaire. Dans son ouvrage de 1975, il décrivait comment ces structures pouvaient être accordées aux fréquences infrarouges, des longueurs d'onde invisibles à l'œil nu, mais omniprésentes dans la nature. Il soutenait que les insectes ne se contentaient pas de renifler l'air à la recherche d'odeurs végétales. Ils pouvaient aussi être à l'affût de quelque chose de plus profond, la signature énergétique d'une plante vivante. Au sein du ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, les idées de Callahan suscitèrent la surprise. Pourtant, ses compétences techniques étaient indéniables. Tout au long de sa carrière, il publia plus de 100 articles scientifiques dans 10 ouvrages, établissant des liens entre l'entomologie, la radiochimie et l'étude de la communication biologique. Il passa des années au laboratoire de recherche sur les attractifs, le comportement et la biologie fondamentale des insectes à Gainesville, en Floride, incitant ses collègues à repenser la manière dont les insectes se déplacent dans leur environnement. La preuve, insistait Callahan, était sous leurs yeux, inscrite dans les détails microscopiques de chaque antenne de papillon. Pour lui, ces structures ne servaient pas uniquement à l'odorat, mais permettaient de se connecter à un monde caché de signaux que la science moderne commençait à peine à entrevoir. Ces observations ont incité toute la communauté scientifique à dépasser le cadre de la chimie et à envisager la possibilité que les plantes et les insectes communiquent sur une fréquence que personne n'avait encore pris la peine de mesurer. Les caméras infrarouges ont révélé un monde caché au jardin. Lorsqu'une plante prospère, ses feuilles libèrent de la chaleur de façon constante et uniforme, formant un champ d'énergie continue. En cas de stress, ce schéma se rompt. La sécheresse, les maladies ou la carence en nutriments perturbent le métabolisme et la circulation de l'eau de la plante, créant ainsi une mosaïque de zones chaudes et froides. Ce n'est pas qu'une simple théorie. Les centres de recherche agricole utilisent l'imagerie thermique
pour repérer les cultures en situation de stress hydrique plusieurs jours avant leur flétrissement. La signature infrarouge d'une plante saine apparaît lisse et uniforme, tandis que celle d'une plante en difficulté présente des variations de chaleur irrégulières à la surface de ses feuilles. Le docteur Philip Callahan a étudié ces différences et y a décelé bien plus qu'une simple variation de chaleur. Il pensait que la distinction entre plantes saines et malades allait bien au-delà de la simple température. Selon lui, une plante robuste émet un signal cohérent à haute énergie, une sorte de bruit de fond biologique qui se fond dans l'environnement. Les insectes, affirmait-il, sont incapables de percevoir ce signal. Ils passent à côté sans le remarquer, incapables de distinguer la plante de son environnement. Mais lorsqu'une plante s'affaiblit, son champ énergétique devient chaotique. L'émission infrarouge devient brouillée et désordonnée, comme une radio bloquée entre deux stations. Pour un insecte affamé, c'est un signe clair que la plante est vulnérable et prête à être consommée. Les entomologistes contemporains étudient comment les insectes utilisent les signaux sensoriels pour trouver leur proie. Il est généralement admis que la plupart des ravageurs se fient à l'odorat et au contraste visuel. Cependant, certains, comme les coléoptères de feu ou certaines guêpes parasites, peuvent détecter de subtiles variations du rayonnement infrarouge. Le docteur Ring Card, expert reconnu en comportement des insectes, souligne que si les principaux signaux sont chimiques, les insectes sont sensibles aux différences de température et peuvent les utiliser pour repérer les plantes stressées. L'idée que les insectes puissent décoder des schémas complexes d'énergie infrarouge demeure controversée. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les plantes stressées manifestent leur détresse de manière visible à la fois par les caméras et potentiellement par les créatures qui les recherchent. La distinction entre énergie cohérente et énergie chaotique n'est pas qu'un simple exercice théorique. Elle propose une nouvelle approche de la santé des plantes. Si le signal de détresse d'une plante attire les parasites, masquer ou corriger ce signal pourrait la rendre pratiquement invisible. Cette perspective ouvre la voie à des interventions non chimiques, fondées sur la restauration du champ énergétique naturel de la plante, et soulève la question de savoir si un simple morceau de cuivre pourrait suffire à tout changer. Une limace s'approche du bord d'un parterre et fouille le sol à la recherche de son prochain repas. Juste devant elle, un fil de cuivre est à moitié enfoui dans la terre humide. Au contact de la limace, son corps fait le lien entre le cuivre et le sol humide, fermant ainsi un circuit électrique. Un voltmètre branché sur le fil enregistre une pointe de tension de 0,5 à 1 volt, générée par l'interaction du cuivre, du mucus et des électrolytes présents dans le sol. Il ne s'agit ni d'un trucage, ni d'un vœu pieux. La chimie est simple. Le cuivre et le mucus de la limace créent une pile galvanique, le même principe qui alimente une batterie. En quelques secondes, la limace se retire. Son retrait est brutal et sans équivoque, souvent inférieur à 2 secondes entre le premier contact et la fuite. La réaction est constante d'un essai à l'autre. Même les limaces les plus audacieuses renoncent à leur chemin après avoir touché le fil. Des chimistes du sol ont mesuré cet effet lors de tests contrôlés, en enregistrant avec précision les courbes de tension et les temps de retrait. En moyenne, les limaces rebroussent chemin en 1,5 à 2 secondes et tentent rarement de repasser. L'effet est visible, mesurable et surtout reproductible. Contrairement au spray ou aux granulés qui ne laissent aucune trace, le fil de cuivre offre une preuve tangible que chacun peut vérifier. La légère décharge électrique est sans danger pour la plante, mais suffisante pour dissuader la limace, créant ainsi une barrière naturelle grâce à un simple morceau de métal et à l'humidité déjà présente dans le sol. Pour les sceptiques, le dispositif est simple. Une limace fraîche, un morceau de cuivre propre, un multimètre basique et un chronomètre. À chaque fois, le résultat est identique. Une démonstration concrète des lois de la physique et un champ de force
que aucun parasite ne ose franchir. Toute expérience nécessite un point de départ. Le matin du premier test, 6 parcelles de jardin, dont 3 équipées de bobines de cuivre et 3 laissées sans traitement, ont été mesurées selon 2 paramètres simples, le poids et la tension. La teneur en sucre et en matière solide dissoute des plantes, mesurée en briques, a été vérifiée à l'aide d'un réfractomètre portatif. Chaque échantillon de feuilles a été pressé et une goutte déposée sur le verre. Les mesures de tension ont été effectuées à l'aide d'un multimètre numérique, les électrodes étant appliquées sur la tige et sur le sol humide. Toutes les parcelles présentèrent des valeurs comprises entre 38 et 46 mm, sans différence significative entre les parcelles traitées et non traitées. Le pH du sol, son humidité et l'exposition au soleil ont été enregistrés pour chaque parcelle, afin d'éliminer l'influence de variables cachées. Ces premières mesures n'ont montré aucun avantage pour le groupe avec serpentin. Ni sucre supplémentaire, ni tension plus élevée, aucun effet immédiat. Un graphique récapitulatif a permis de visualiser les moyennes et les plages de valeurs pour chaque paramètre. La comparaison des mesures des briques a révélé une variation minime, largement inférieure à la marge d'erreur pour les légumes cultivés au jardin. Les données de tension ont confirmé cette observation. Un regroupement homogène sur les 6 parcelles, sans valeurs aberrantes. Cette observation, réalisée avant toute intervention, servirait de référence pour toutes les comparaisons ultérieures. Le protocole prévoyait un suivi hebdomadaire. La tension des briques, le nombre de parasites et la couleur des feuilles seraient mesurés pendant le mois suivant. En s'appuyant sur des données chiffrées et des méthodes reproductibles, l'expérience a permis de distinguer clairement l'observation de l'hypothèse. Toute affirmation concernant la résistance aux ravageurs ou la vigueur des plantes devrait être étayée par cette norme de référence. Mesurée, non imaginée. En 1923, à Paris, Gorlowski se tenait au milieu des rangées de géraniums de l'usine Jarde, un fil de cuivre à la main. Son expérience était simple. Les plantes atteintes de gale du collet ne recevaient aucun médicament, aucun traitement chimique, seulement une simple boucle de cuivre ouverte à une extrémité, glissée délicatement autour de la tige. Lakowski l'a baptisé « circuit oscillant », s'inspirant de l'idée que chaque cellule vivante vibre comme une minuscule radio. D'après ses propres dires, les résultats furent spectaculaires. Les géraniums équipés de bobines de cuivre ont survécu et se sont rétablis, tandis que les plantes non traitées ont dépéri et sont mortes. La nouvelle de cette expérience s'est rapidement répandue dans les milieux scientifiques français et a fait la une des journaux, avec des titres annonçant une nouvelle ère pour la santé des plantes. Lakowski publia des schémas et des descriptions dans son ouvrage « Lison à vie » et déposa des brevets décrivant la conception de la bobine. Il s'agit d'une simple boucle, et non d'un anneau fermé, toujours avec un espace visible. Ces documents anciens, conservés aux archives de la Bibliothèque nationale de France, révèlent la forme caractéristique de la bobine Lakowski. Près d'un siècle plus tard, ce même motif, une simple boucle de cuivre ouverte, demeure au cœur de tous les manuels d'électroculture. Sa conception a peu évolué depuis les premiers jardins parisiens, perpétuant ainsi l'héritage de ses origines. Un siècle sépare la boucle de cuivre de Lakowski des bobines utilisées aujourd'hui par les jardiniers. Pourtant, sa conception est restée quasiment inchangée. Les schémas originaux des années 1920 montrent un simple fil enroulé une seule fois autour de la tige, toujours avec une interruption volontaire, jamais en anneau fermé. Cet espace ouvert est plus qu'une simple particularité, c'est sa caractéristique essentielle. Lowski le décrivait comme un circuit oscillant permettant à l'énergie de circuler, à l'image des antennes radio qui reçoivent les signaux de l'air. Les guides modernes d'électroculture préconisent toujours la même géométrie. Une boucle de cuivre dimensionnée pour entourer légèrement la base de la plante, l'espace entre les deux ne dépassant pas la largeur d'un crayon. Qu'elle soit délicatement pressée contre un géranium à Paris
ou plantée dans la terre près d'une tomate en Californie, le principe reste le même. La bobine ouverte n'est ni une invention de l'ère Internet, ni un produit du marketing moderne. Elle est l'héritière directe d'une expérience presque oubliée, d'un modèle transmis par d'anciens brevets, des manuels traduits et des générations d'essais et d'erreurs. Cette continuité n'est pas qu'une simple anecdote historique. C'est pourquoi les tutoriels actuels font encore écho au passé et pourquoi l'étape suivante, la fabrication de sa propre bobine, suit un schéma inchangé depuis que le premier fil de cuivre a été enroulé autour d'une tige vivante. Le marché mondial des pesticides représente plus de 60 milliards de dollars par an. Il ne s'agit pas d'une activité secondaire, mais d'un véritable moteur économique qui repose sur la fidélité des jardiniers et des agriculteurs, saison après saison, qui renouvellent leur consommation de produits chimiques. La logique est simple et impitoyable. On pulvérise pour tuer un insecte, mais le poison ne s'arrête pas là. Ce traitement stresse la plante, abaissant son potentiel électrolytique interne et affaiblissant ses défenses naturelles. Ce stress modifie sa composition chimique et son champ énergétique, la rendant plus vulnérable aux ravageurs. La vague d'insectes suivante n'est pas un hasard. Elle résulte directement du traitement précédent. Les rapports de l'industrie et les bulletins de vulgarisation agricole reconnaissent discrètement ce cycle. Chaque application de pesticides affaiblit la plante. À mesure que son immunité diminue, elle émet un signal de détresse plus intense, que ce soit par le biais de composés volatiles, d'un affaiblissement des parois cellulaires ou de modification de ses flux énergétiques. Attirés par cette cible facile, les ravageurs affluent. La solution, selon l'industrie, est toujours la même. Plus de produits, une nouvelle formule, une dose plus forte, un abonnement pour le dernier mélange. C'est le cercle vicieux des pesticides. 5 étapes répétées sans cesse. Pulvérisation, stress, signal, infestation, et on recommence. Le système ne récompense pas les plantes saines. Il profite des plantes malades. Plus on lutte, plus on achète. Pendant des décennies, ce cycle a été présenté comme un progrès. En réalité, c'est un piège qui enferme les cultivateurs dans la dépendance, les ruine et affaiblit leurs récoltes à chaque cycle. La vraie question n'est pas de savoir si le système fonctionne, mais plutôt à qui il profite réellement. Un simple morceau de fil de cuivre suffit pour mettre la théorie à l'épreuve. Pour la plupart des légumes du jardin, un fil de cuivre massif de calibre 12 à 14 est idéal. Coupez un morceau suffisamment long pour l'enrouler sans serrer autour de la base de la plante, d'une longueur environ 1,5 à 2 fois le diamètre de la tige. Formez une boucle, sans la fermer complètement. Laissez un espace d'environ la largeur d'un crayon. Cet espace est essentiel. Il permet à la boucle de fonctionner comme une antenne et non comme un circuit fermé. Glissez délicatement la boucle sur la tige en la posant juste au-dessus du sol ou enfoncez les extrémités dans la terre près de la plante. Il n'est pas nécessaire de dénuder le fil ni d'ajouter de sources d'alimentation. L'installation se fait en moins d'1 minute. Pour suivre les résultats, un réfractomètre est l'outil idéal. Le 7e jour, coupez une feuille, déposez une goutte de jus sur le verre et vérifiez l'affichage. Répétez l'opération les jours 14 et 30. Si la résistance fonctionne correctement, ces valeurs devraient augmenter, parfois de 2 ou 3 points en un seul mois. Des jardiniers amateurs et des petits agriculteurs, pratiquants indépendants, ont consigné leurs résultats dans des carnets de terrain et sur des forums en ligne. Certains constatent un vert plus intense des feuilles. D'autres observent une quasi-disparition des dégâts causés par les ravageurs. Pour obtenir des données précises, il est possible de mesurer la tension à intervalles réguliers à l'aide d'un multimètre numérique appliqué sur la tige et sur le sol. La procédure est simple et sans danger. Tenez la bobine hors de portée des enfants et des animaux et évitez d'utiliser du fil traité ou revêtu. La méthode est aussi ancienne que les schémas originaux de Lakowski, mais les mesures sont entièrement modernes.
Chaque relevé constitue un point de contrôle. La preuve qu'un simple morceau de cuivre peut révéler l'histoire d'une plante, une boucle à la fois. 4 méthodes. Un siècle de preuves enfouies. Électricité atmosphérique, pile tellurique, champ magnétique, bobine de fréquence. Tout a été breveté, testé, puis discrètement mis de côté au profit de produits que l'on rachète chaque saison. Les lois de la physique, elles, n'ont jamais cessé de s'appliquer. À vous de mener l'expérience. Essayez une méthode, notez vos résultats. Si elle fonctionne, partagez-la. Le meilleur moyen de faire redécouvrir des sciences oubliées est de les semer dans tous les jardins de la rue.